Les États-Unis et la Chine investissent massivement en Indonésie pour tenter de l'assurer comme allié. Pourquoi? Parce que l'Indonésie fera pencher la balance du pouvoir en Asie. L'Indonésie, située entre les océans Indien et Pacifique, influence fortement certaines des principales routes maritimes mondiales. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, cet archipel de plus de 17 000 îles se retrouve au centre d'une compétition à enjeux élevés. Les deux superpuissances reconnaissent qu'autant que l'allégeance de l'Indonésie pourrait déterminer l'avenir des relations dans la région Asie-Pacifique. Mais qu'est-ce qui rend l'Indonésie si fascinante? Son potentiel économique, ses vastes ressources naturelles et ses capacités militaires croissantes ne sont que le début de l'histoire. Si je vous demandais de citer les plus belles réussites économiques de ce siècle, vous commenceriez probablement par nommer la Chine. Ensuite, peut-être le Vietnam, l'Inde ou l'Éthiopie. L'Indonésie devrait aussi être sur cette liste. Depuis qu'elle est sortie de la crise financière asiatique de 1997, la nation a connu une transformation remarquable. Aujourd'hui, cette puissance émergente redéfinit l'économie de l'Asie du Sud-Est. Réfléchissez-y. L'économie indonésienne a été multipliée par 10 en un peu plus de 20 ans. On prévoit qu'elle atteindra un produit intérieur brut de 1,5 billion d'ici la fin de 2024. Devenir la 16e plus grande économie mondiale a permis de réaliser des progrès considérables dans la réduction de la pauvreté. Depuis 1999, le taux de pauvreté en Indonésie a diminué de moitié. C'est incroyable quand on se rappelle qu'il s'agit d'une population de plus de 275 millions d'habitants. Qu'est-ce qui explique cette croissance économique fulgurante? La clé est le virage stratégique de l'Indonésie, délaissant l'export de matières premières pour des industries à forte valeur ajoutée. Au début des années 2000, la croissance indonésienne reposait surtout sur les exportations de matières premières. À mesure que l'économie chinoise se développait, elle est devenue une grande importatrice de cuivre, de pétrole, de gaz et de charbon indonésien. Cependant, les dirigeants du pays ont reconnu les limites de ce modèle et ont mis en place des politiques audacieuses pour diversifier et renforcer l'économie. Récemment, le président indonésien Joko Widodo a interdit les exportations de nickel brut pour développer une industrie de transformation nationale. Les résultats ont été transformateurs. Les estimations suggèrent que la capacité de raffinage du nickel du pays est passée de seulement 16 millions de tonnes par an en 2018 à plus de 100 millions de tonnes par an d'ici 2023. Aujourd'hui, le pays produit plus de nickel que le reste du monde réuni, le plaçant au centre de l'industrie florissante des véhicules électriques. Entre l'extraction et le traitement du nickel, Widodo a positionné l'Indonésie comme un pivot essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et cette fabrication à valeur ajoutée crée des emplois, rend l'économie indonésienne plus résiliente et incite les investisseurs à chercher de nouvelles opportunités pour investir dans le pays. Mais la renaissance économique de l'Indonésie ne se limite pas aux ressources naturelles. Le pays a aussi développé une économie numérique florissante. L'Indonésie a maintenant la plus grande industrie du commerce électronique d'Asie du Sud-Est, dépassant ses voisins. Pour comparer, le commerce électronique en Indonésie est 6 fois plus important qu'aux Philippines. L'essor numérique a créé un écosystème dynamique de start-up. L'Indonésie compte 15 start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars, un nombre supérieur à tous les pays d'Asie du Sud-Est, sauf Singapour. Ces licornes ne font pas que créer de la richesse. Elles stimulent l'innovation, attirent des talents internationaux et positionnent l'Indonésie comme un pôle technologique capable de rivaliser avec les centres établis à travers l'Asie. Des politiques économiques indonésiennes conçues pour attirer les investissements étrangers ont soutenu cela. Si un investisseur souhaite venir en Indonésie, qu'il n'hésite pas. Venez en Indonésie. En 2023, l'Indonésie affiche l'économie à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est et l'une des plus dynamiques au monde. Et cela s'accompagne d'une main-d'œuvre jeune et dynamique en Indonésie, ce qui contraste fortement avec les économies vieillissantes et stagnantes des acteurs asiatiques établis. L'économie de l'Indonésie est le fondement de sa puissance géopolitique, mais sa position stratégique lui ouvre une autre opportunité considérable. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, l'Indonésie se retrouve dans une position unique pour façonner l'avenir de l'Asie. Mais comment un pays militairement limité peut-il exercer autant d'influence? La réponse réside dans la politique de non-alignement de longue date de l'Indonésie.
Issue de la conférence de Bandung de 1955, cette approche a permis à l'Indonésie de préserver son indépendance sans alliance stratégique permanente avec les grandes puissances. Pendant la guerre froide, l'Indonésie a habilement joué à la fois les États-Unis et l'Union soviétique, obtenant une aide militaire et économique sans jamais s'engager pleinement auprès de l'un ou l'autre camp. Dans le monde multipolaire actuel, l'Indonésie maintient cet exercice d'équilibre délicat. La nation entretient des relations avec les États-Unis et la Chine, tirant profit de chacun tout en préservant son autonomie. Parallèlement, l'Indonésie a élargi ses exercices militaires conjoints annuels Garuda Shield pour inclure des soldats de 12 pays supplémentaires dont l'Australie et le Japon. Cette initiative démontre l'engagement de l'Indonésie en faveur d'une coopération militaire élargie sans s'aligner exclusivement sur une seule puissance. Mais cette politique de non-alignement ne signifie pas que l'Indonésie reste passive sur les questions régionales. Sur les différends territoriaux, l'Indonésie a montré sa volonté de défendre sa position. Le pays a refusé l'offre de la Chine de négocier les frontières maritimes et a mené des exercices militaires près des îles Natuna, signalant ainsi sa résistance aux revendications territoriales chinoises. La Chine demeure un partenaire économique clé, deuxième source d'investissement direct étranger en Indonésie et acteur majeur des projets d'infrastructure. Depuis 2013, la Chine a intensifié son attention envers les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, y compris l'Indonésie, à travers d'importants investissements dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Pour l'Indonésie, cela s'est traduit par un financement pour la ligne à grande vitesse Jakarta-Bandung, le parc industriel de Morowali et l'extension de plusieurs ports indonésiens. Bien que ces financements soient assortis de conditions, l'Indonésie a réussi en grande partie à dépasser ses obligations d'endettement, un exploit que peu de bénéficiaires de prêts de la ceinture et la route ont pu accomplir. Aujourd'hui, l'Indonésie commerce chaque année plus de 130 milliards de dollars avec la Chine, soit près du double de quand le président Widodo a pris ses fonctions. Mais l'Indonésie peut encore obtenir des concessions de son partenaire en raison de l'importance essentielle du nickel pour l'industrie des véhicules électriques de la Chine et de la valeur stratégique de l'Indonésie sur le plan géographique. Puisque l'Indonésie est le pays qui relie les océans Pacifique et Indien, environ 60% de tout le commerce maritime passe par les eaux indonésiennes. Cela en fait le pays pivot clé dans la bataille pour l'influence dans le hémisphère oriental. La stratégie des États-Unis pour un Indo-Pacifique libre et ouvert implique des partenariats avec le Japon, l'Inde et l'Australie et deviendrait incontestable avec l'ajout de la quatrième nation la plus peuplée du monde. Nous avons déjà évoqué des investissements de la ceinture et la route de la Chine, mais les États-Unis ont aussi été un partenaire utile. L'Indonésie bénéficie du système généralisé de préférence des États-Unis, permettant l'entrée en franchise de droits de plus de 3500 produits indonésiens sur le marché américain. L'Indonésie participe aussi au programme américain d'éducation et de formation militaire internationale, ayant modernisé ses forces armées. Alors que les tensions persistent en mer de Chine méridionale et que la compétition entre grandes puissances s'intensifie, l'Indonésie modernise discrètement ses forces armées en arrière-plan. Se prépare-t-elle à la guerre ? Espérons que non. Mais cette transformation militaire est une démarche calculée visant à faire de l'Indonésie une menace crédible afin de dissuader les puissances étrangères de s'immiscer dans son voisinage. En 2023, le pays a augmenté de 20% son budget militaire dans le cadre du plan de force essentiel minimal de l'Indonésie, une stratégie à long terme. Un pilier de la stratégie indonésienne est d'acquérir des armes et équipements avancés auprès de diverses sources. Les efforts de modernisation militaire de l'Indonésie incluant l'acquisition de 33 avions de chasse et de 103 chars de combat Léopard, 2 auprès de l'Allemagne, tout en se procurant des chars Scorpion auprès de la Grande-Bretagne. La diversification des sources d'armement poursuit 2 objectifs. Elle renforce les capacités militaires de l'Indonésie tout en maintenant une flexibilité stratégique, reflétant ainsi sa politique de non-alignement. En acquérant des C-130 et des hélicoptères d'attaque auprès des États-Unis, mais des missiles et des systèmes de missiles auprès de la Chine, l'Indonésie s'assure qu'aucune nation ne peut opposer son veto à ses plans de modernisation ou limiter sa puissance. Cette stratégie entraîne effectivement des coûts plus élevés pour la maintenance et l'exploitation, mais les dirigeants indonésiens ont estimé que la perte d'efficacité valait l'indépendance stratégique.
Au cours des dernières années, les États-Unis ont mené plus de 100 exercices militaires avec l'Indonésie et formé des milliers de ses officiers. Ils ont aussi exporté plus d'1 milliard de dollars d'armes et d'équipements vers le pays pour renforcer leurs liens. Avec environ 400 000 membres, l'Indonésie possède l'une des plus grandes forces armées d'Asie du Sud-Est, et une armée importante et modernisée est essentielle pour relever le principal défi sécuritaire de la région, les différends territoriaux en mer de Chine méridionale. Bien que l'Indonésie ne soit pas un des pays revendiquant les zones les plus contestées de la mer de Chine méridionale, elle a subi des pressions de la part de la Chine concernant les frontières maritimes près des îles Natuna. Pour montrer sa détermination, l'Indonésie a mené des exercices militaires près de ces îles en juin 2020, peu de temps après avoir refusé l'offre de la Chine de négocier les frontières maritimes. La question de la mer de Chine méridionale illustre l'équilibre délicat que l'Indonésie doit maintenir dans sa politique étrangère. Tout en maintenant des liens économiques avec la Chine, l'Indonésie a montré sa volonté de rester ferme sur les questions de sa souveraineté. Cette position s'est renforcée quand l'Indonésie a intensifié ses efforts pour faire des îles Natuna une zone économique spéciale, malgré les demandes chinoises d'arrêter le forage pétrolier et gazier. Cela illustre comment la puissance dure de l'Indonésie va de pair avec son développement économique. Une armée crédible signifie qu'elle peut faire ce qui est le mieux pour son peuple. Il y a beaucoup de gens en Indonésie. Avec une population de 277 millions d'habitants, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Et le profil démographique du pays est particulièrement favorable à la croissance économique. Alors que de nombreux pays développés font face au vieillissement, l'Indonésie dispose d'une main-d'œuvre jeune. Ce dividende démographique devrait alimenter l'économie indonésienne pendant au moins le prochain demi-siècle, lui donnant un avantage significatif sur des pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui font face à des pénuries de main-d'œuvre et à une augmentation des coûts sociaux en raison du vieillissement de leur population. Pendant ce temps, l'Indonésie dispose de la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à la demande industrielle croissante. Cela devrait, à terme, faire de sa classe moyenne un véritable moteur économique, stimuler la consommation intérieure et créer un marché interne viable. À mesure que de plus en plus d'Indonésiens rejoignent les rangs de la classe moyenne, la demande de biens et de services augmente fortement, créant ainsi un cycle de croissance économique auto-entretenu. Le produit intérieur brut par habitant de l'Indonésie est déjà 2 fois supérieur à celui de l'Inde, et il reste encore un potentiel considérable à exploiter. Afin de tirer pleinement parti de son dividende démographique, le pays s'efforce de réformer son système éducatif, qui reste en retard par rapport à de nombreux concurrents régionaux. Seuls environ 10% des Indonésiens parlent anglais, qui reste la langue de facto des affaires internationales. Cette barrière linguistique risque de freiner l'intégration de l'Indonésie à l'économie mondiale et d'attirer moins d'investissements étrangers. Les progrès ont été plus lents que souhaité et l'Indonésie reste encore à la traîne par rapport à des rivaux régionaux comme l'Inde en ce qui concerne la main-d'œuvre anglophone. Mais l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle pourrait rendre cela moins désavantageux au fil de la décennie. Au final, il y a très peu d'obstacles qui empêchent l'Indonésie de devenir l'une des 10 plus grandes économies du monde. Maintenant, il y a quelques obstacles que l'Indonésie doit surmonter. Le premier est sa géographie. La population du pays est répartie sur plus de 17 000 îles, ce qui rend le développement à l'échelle nationale complexe et coûteux. Cela rend également l'inégalité entre les zones rurales et les centres urbains particulièrement sévère. Java, l'île la plus densément peuplée, produit environ 56% de tout le riz d'Indonésie et abrite plus de la moitié de la population du pays, bien qu'elle ne représente que moins de 7% de la superficie totale de l'Indonésie. Cette concentration de population et d'activités économiques offre des opportunités mais aussi des défis pour un développement national équilibré. De plus, la capitale, Jakarta, s'enfonce dans l'océan et fait face à de graves risques d'inondation. Certaines prévisions suggèrent que Jakarta sera submergée d'ici 2050 en raison de l'élévation du niveau de la mer. La solution proposée par le gouvernement, une digue géante, devrait coûter environ 40 milliards de dollars et a suscité des controverses concernant les expropriations, les préoccupations environnementales et les risques pour la sécurité. Les dirigeants ont également envisagé de déplacer la capitale vers une autre île,
ce qui coûterait aussi des dizaines de milliards de dollars et créerait une véritable manne pour l'exploitation et la corruption. La corruption gangrène toujours la politique et l'économie indonésienne. Après avoir réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption, atteignant la première moitié de l'indice de perception de la corruption de Transparency International, en 2019, l'Indonésie a depuis régressé. Et tout cela pourrait être aggravé par des troubles politiques internes. Le président actuel, Joko Widodo, est arrivé à la limite de son mandat, mais il ne semble pas intéressé à céder le pouvoir de manière élégante. Il fait activement campagne pour Prabowo Subianto, son ministre de la Défense à l'élection de 2024. En plus d'un passé marqué par des violations des droits de l'homme, Prabowo a choisi le fils de Widodo, âgé de 36 ans, comme candidat à la vice-présidence. Ces manœuvres politiques accentuent la tension sur la démocratie indonésienne, encore relativement jeune et fragile. Widodo avait auparavant promis de ne pas instaurer de dynastie familiale, mais cela semble n'avoir été qu'une promesse de campagne vide de sens. Le risque de recul démocratique plane fortement, et nous l'avons déjà observé dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et les Philippines. La démocratie indonésienne reste vulnérable face aux tendances autoritaires et à l'attrait populiste. La capacité du pays à surmonter ces défis politiques tout en maintenant sa croissance économique déterminera son succès au cours de la prochaine décennie. La croissance économique fait déjà partie de l'histoire indonésienne. Et ils bénéficient également du fait d'être éloignés des points chauds les plus probables de conflits en Asie de l'Est, au cas où les tensions régionales s'intensifieraient. Dans un tel scénario, l'Indonésie aurait l'avantage de pouvoir réagir de manière réfléchie aux événements plutôt que de se précipiter pour répondre. Et en matière de négociation, la capacité à faire preuve de patience permet généralement d'obtenir de plus grandes concessions. Il serait judicieux de garder un œil sur la croissance continue de l'Indonésie et sur la manière dont elle s'alignera dans les années à venir. Je vais suivre cela de près. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez appréciée. Découvrez aussi notre vidéo sur le Pakistan, pays à grande population musulmane.